Bien bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de live coding. Je vous remercie déjà pour les questions. Alors il y a eu quelques commentaires sous la première vidéo et j'ai également reçu des questions par mail sur des éléments attendus. Donc aujourd'hui je vais parler de mise en place sur Git puisqu'on m'a demandé, on m'a dit Pascal, ton projet tu l'as mis sur Bitbucket mais comment est-ce que tu as fait cette étape-là? Donc je vais vous montrer ça. On va également parler, donc sur le conseil de Julien, on va parler de nettoyage de package NuGet. Donc je vous montrerai une méthode simple pour faire ça sans avoir de problème de compilation par la suite. Ensuite, j'ai aussi une question qui demandait comment mettre en place un serveur d'intégration continue ou de compilation continue. Voilà, donc on va déjà voir cette étape-là. Et ensuite, on va finir par parler de déploiement sur Windows Azure. Donc vous allez voir, c'est très simple. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, je rappelle simplement le principe. Ces vidéos de live coding, donc moi je code en temps réel, d'accord. Euh, donc, je vous montre exactement tout ce que je fais. Ok, donc il n'y a pas de secret, il n'y a rien qui est caché. Et directement, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo, d'accord, à chaque fois, ou bien m'envoyer un mail si vous préférez. Et je vous invite également, si vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas à les partager. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, donc je vais tout de suite parler de la mise en place de Git. D'accord. Donc ce projet, c'est exactement le projet que j'ai ouvert la dernière fois. Donc j'ai ici l'arborescence, vous voyez. Donc j'ai un projet qui pour le moment n'est pas sur Git. Donc n'est pas enregistré sur le gestionnaire de source. Alors déjà, pourquoi utiliser un gestionnaire de source? En fait, l'idée c'est simplement de pouvoir faire l'historique et le suivi des modifications. D'accord. Et en fait, Git aujourd'hui, c'est un système, un mécanisme qui est très utilisé comme un peu comme TFS. TFS c'est la version Microsoft et Git on va dire c'est plutôt l'outil utilisé dans le monde open source mais qui est tout à fait utilisable également avec Microsoft. Et le gros avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de serveurs très puissants pour héberger ça puisque Git va stocker une grosse majorité des informations sous forme de fichiers. Voilà, donc l'intérêt c'est qu'on va pouvoir faire des branches, faire des tags, revenir en arrière, faire des merges, etc. Et Git est très intéressant justement pour travailler en mode déconnecté, puisque le serveur, il n'a pas besoin d'être présent pour développer quoi. Donc vous allez très bien pouvoir partir une semaine, développer en local sur votre machine, et puis quand vous revenez, vous pouvez très bien remonter les modifications. Ça se passe plutôt pas mal pour les fusions quoi. Ok, donc pour mettre en place, pour installer ces sources-là sur un serveur Git, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, tout d'abord, il faut installer le client sur votre poste. Donc moi, je suis sous Windows. Donc en général, j'installe un client du type, le client Tortoise Git, d'accord? Donc c'est un portage de Tortoise SVN à l'origine. Donc je vous montre ça. Voilà, donc Tortoise Git. Donc tout d'abord, il faut commencer par installer M6 Git, d'accord? Donc ça, en fait, c'est la version, si vous voulez, en ligne de commande de l'outil Git. Une fois que vous avez installé ça, il reste à installer un client Windows. Donc je vous inquiétez pas, je vous donnerai les liens en dessous de la vidéo. Donc on télécharge en général la dernière version, bon sauf indication contraire. Donc celle-là, elle vient de sortir, vous voyez, il y a 3 jours, donc elle n'a pas encore beaucoup de téléchargement. Mais moi je pense que je dois avoir la version précédente. Voilà, donc une fois que vous avez installé ça, on installe donc Tortoise Git, donc que vous pouvez télécharger donc sur cette page-là, donc Tortoise Git. Et donc pour télécharger, choisissez bien la bonne version, 64 bits ou bien 32 bits. Donc sachant que si vous êtes sur un processeur récent, normalement vous avez tous du 64 bits. On peut aussi installer éventuellement des traductions. Moi je les ai pas installées. Bon, enfin je me souviens plus, mais c'est pas indispensable. Si vous maîtrisez l'anglais de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Alors une fois que vous avez installé ces deux outils, en fait, ce qu'il faut faire, c'est créer un repository. Par exemple dans Bitbucket, d'accord. Donc moi j'ai ici mon interface Bitbucket dans laquelle j'insère. Bon, vous avez ici le flux d'activité. Là, je peux vous envoyer des invitations. Donc si ça vous intéresse, moi je peux vous proposer des comptes gratuits. Donc envoyez-moi simplement un mail et je vous enverrai une invitation Bitbucket. Là, j'ai l'ensemble de mes dépôts, d'accord. Et donc ici, je peux créer un dépôt. Donc on va faire ça tout de suite. Donc vous mettez ici le responsable. Donc par exemple test contact
manager. D'accord, je l'appelle test. Donc ici, démonstration de Git et Bitbucket. Donc vous pouvez créer un dépôt privé. Vous lui indiquez ici que c'est le protocole Git qui va être utilisé. Vous pouvez cocher éventuellement de la gestion de bugs, etc. Et là, ce qui est pas mal, c'est aussi de sélectionner le langage. Ça permettra à Bitbucket de mettre en place de la coloration syntaxique. Donc là, vous voyez, bah, on peut ajouter, donc il y a un petit tuto au début, hein, je commence à partir de zéro, bah, on va faire ça. Ou j'ai éventuellement un projet existant à ajouter, en fait, on va faire ça. Donc je vous montre tout de suite. Alors, donc je charge ici, voilà. Donc ici, moi j'ai Tortoise Git qui est installé, d'accord? Donc je peux faire ici, vous voyez, alors je vous montre bien. Clic droit, là vous avez des extensions qui ont été installées par Tortoise. Donc je fais ici Create Repository. Tac, je fais OK. Et voilà, donc là il a créé un repository vide et normalement vous allez voir apparaître, voilà, ici un dossier .git. Ok, alors moi j'ai déjà des choses ici que j'avais archivées, donc ça pour le moment vous inquiétez pas. Donc simplement au niveau des icônes, en fait ça indique quand c'est en rouge qu'il y a des éléments qui sont pas committés ou pas à jour. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, en fait on va mettre en place ici directement, alors je vais bouger un petit truc, voilà, j'étais là. Voilà, une fois qu'on a fait ça, en fait on va aller ici paramétrer les settings. Alors je sais pas si je peux faire ça comme ça, voilà, donc je fais ici Tortoise Git Settings, d'accord. Et donc vous allez là, Remote. Ici je mets Origin, pardon. Et donc ici en fait je vais spécifier l'URL qui est indiqué dans GitHub. Donc je reviens dans GitHub, dans Bitbucket, pardon. Vous avez ici l'URL. On le voit là d'ailleurs. Ici. Vous avez ce genre d'URL là. Sauf que ici le problème c'est qu'on utilise par défaut le protocole SSH. Et moi par défaut j'utilise le protocole HTTPS, ce qui est plus facile à utiliser dans un environnement, disons, mode intranet, quand on est protégé par des firewalls, par exemple. Donc, pour en utiliser HTTPS, vous faites ici https votre login bitbucket.org /. Ensuite, vous mettez le nom d'utilisateur qui est responsable de votre repository. Donc ici, c'est moi-même. Et vous mettez ensuite test contact manager.git. Putiki, il n'y a rien à faire. Et puis donc, OK. Tac. On fait OK. Voilà, donc là on a paramétré, on va dire, notre repository en local pour pointer justement là-dessus. Et donc ce qu'on va faire, c'est ajouter les fichiers existants. Donc là je fais, alors je vous remonte ça pour pas être coupé. Voilà, je fais ici commit to master. Voilà, donc on a cette fenêtre-là. Et donc là, vous voyez un certain nombre de fichiers qui sont proposés. Et là, bah moi, là, je vois un petit souci puisque vous voyez, il y a des DLL, il y a des fichiers, des packages, etc. Et en fait, alors, ce qui existe dans Git, c'est qu'on peut mettre en place des filtres pour indiquer des fichiers qui seront ignorés, donc qui seront jamais proposés pour un commit, quoi. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, en fait, il y a un groupe de personnes qui a mis en place un fichier. Donc, vous voyez sur GitHub, un repository qui s'appelle gitignore et justement il existe un fichier pour Visual Studio. Donc là vous voyez un certain nombre de choses à l'intérieur. Et en fait ce fichier indique simplement bah, l'ensemble de fichiers qu'il ne faut pas proposer pour enregistrer dans un repository Git. Donc on va faire ici un affichage raw. Voilà, je fais CTRL A, CTRL C et je vais donc ici enregistrer mon fichier là. Donc je fais un nouveau fichier texte, donc par exemple je l'appelle test et je colle ça à l'intérieur. Voilà, je enregistre sous. Là c'est très important dans Windows, hein, il faut un peu magouiller. Git ignore. Voilà. Je supprime celui-là. Alors j'ai juste
une subtilité, je vais vérifier quelque chose. Ouais, ça devrait être bon. Voilà, donc là vous avez votre fichier gitignore qui est là, hein, qui contient un certain nombre de choses. Et logiquement, maintenant, si je fais ici un commit, alors je vous montre ça, voilà, si je commit dans master, logiquement, il y a moins de fichiers. Donc par exemple, tout ce qui est DLL a dû disparaître. Vous voyez, ici on n'a plus de DLL. On a uniquement, donc là, logiquement, on a uniquement ce qu'il faut archiver. Alors maintenant, en général, moi je conseille de ne pas archiver les packages NuGet. D'accord, parce que ça prend de la place inutile. Et en fait, les packages NuGet peuvent être récupérés automatiquement au lancement de votre solution. Donc là, ici, vous avez tous les packages. D'accord. Ceux-là, on ne va pas les archiver. Donc, je remonte, pardon. Donc, je vais prendre tout ça jusqu'au package NuGet. Donc, je continue. Voilà, j'enlève ça. Voilà, et je fais ici clic droit, add. Voilà, donc vous voyez, tout est ajouté. Là, je mets un petit message, donc par exemple, initial commit. Voilà, OK. Donc là, vous voyez, Tortoise Git, il a indiqué que tout s'est bien passé. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire un push. Donc là, remote, on va faire ici la première fois. Alors attendez juste. Donc la première fois, on coche de pusher toutes les branches. Voilà, c'était ça. Et donc je fais OK. Alors il est possible selon votre configuration qui vous demande un login, un password. Moi je crois que je l'ai déjà enregistré, donc ça devrait bien se passer. Donc selon la taille de votre commit et selon votre connexion, bah, évidemment ça prend plus ou moins de temps. Donc là vous voyez ça s'est bien passé. Donc je fais close. Et ici je peux aller donc dans mon repository test manager pour voir les sources. Donc vous voyez il y a bien ici quelque chose qui a été commité, hein, on le voit là, on voit éventuellement des branches, les modifications. Là vous pouvez voir le dernier commit. Et donc là, si on clique là-dessus, vous affichez la liste des modifications, donc tous les fichiers qui ont été ajoutés. Voilà. Donc ça résume grosso modo la mise en place de Bitbucket, d'accord? Vous avez vu que c'est vraiment pas compliqué, donc j'ai déjà écrit un article sur le sujet en disant que, voilà, que même les développeurs, on va dire indépendants ou seuls ou en petite équipe, ben, peuvent utiliser et même doivent utiliser un gestionnaire de code source. Donc vous voyez que là, ça m'a pris maximum, là je regarde la vidéo, ça fait 12 minutes, d'accord? Donc en donnant des explications, donc un développeur qui le fait plusieurs fois, bah, en moins de 5 minutes sans problème, il peut ajouter ses codes sources sur un gestionnaire Git, ou TFS, ou SVN, ou autre, d'accord? Mais dans tous les cas, je conseille très fortement de le faire dans tous les cas, donc même pour des petits projets, mettez-le sur un gestionnaire de code source, ça permettra derrière de gérer des historiques. Voilà, donc je mets la vidéo en pause, je fais juste le ménage et on revient. Voilà, donc j'ai ouvert mon projet dans Visual Studio, d'accord? Ce projet, c'est le même que celui de la dernière vidéo. Là, j'ai pas fait de modification encore pour le moment dans le code. Et on va donc tout de suite voir comment mettre en place, comment nettoyer les packages NuGet. Vous allez voir, c'est très simple. Alors en fait, pour faire un nettoyage des packages NuGet, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, on va vérifier quels sont les packages qui devraient ou qui semblent être nécessaires, d'accord? Et en cas de, si maintenant on supprime un package et que ça se passe mal, on va pouvoir revenir en arrière grâce à Git, puisqu'en fait on pourrait refaire derrière ou récupérer, repasser au commit précédent. Donc je vais simplement vérifier ici quelque chose. Donc les packages installés. Voilà, donc on a tout ça. On a tout ça, et à mon avis, effectivement, tout ça n'est pas forcément nécessaire. Donc là, effectivement, alors ce package-là, je regarde rapidement, hein, ça c'est plutôt pour l'authentification. Euh, Éventuellement, on va le garder, puisque ça permet de faire l'authentification externe. EDMlib, jQuery, tiens, jQuery UI par exemple, ça, moi j'en ai pas besoin. Je l'enlève.
Voilà. Ensuite, jQuery Validation. Ouais, version. Ça, c'est donc validation intéressante pour valider des formulaires. Bah, jQuery, pour le moment, on va le garder. On a une version 1.8.2. JSON.net, ok, pas mal. Knockout, pour le moment, moi, je vous propose de l'enlever, puisqu'on ne l'utilise pas. D'accord, on verra par la suite si on peut l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt pour permettre d'accéder. Ok, ouais, pour Web API. Razer 2, pas mal. Donc là, on est dans Web API et SPNet Web. Optimisation, ok, pourquoi pas. Ça permet de mettre en place des mécanismes pour, par exemple, compresser vos fichiers CSS ou JS. Unobtrusive Ajax, ça c'est pas mal aussi. Ça permet de mettre en place des métadonnées directement dans vos éléments HTML et du coup ça évite d'avoir du code HTML ou JavaScript à écrire, pardon. Modernizer par exemple, bah, ça on n'en a pas besoin pour le moment. C'est plutôt pour tester les capacités du navigateur. ODataLib, celle-là je la connais pas trop. OData, d'accord, donc si vous voulez faire des services OData, pourquoi pas on va le garder, ça peut être intéressant avec Web API. Et donc ici spatial, je pense que celui-là on n'en a pas besoin. Donc OData on en a besoin, ok. WebGris, donc encore une fois, technique pour compresser et optimiser des choses. Alors, on va juste vérifier ici que ça compile toujours. Donc, chose importante, c'est que les packages NuGet, en fait, vous n'êtes pas obligé. Enfin, il y a des packages qui proposent aussi du JavaScript, par exemple. Donc là, j'ai juste compilé, d'accord? Ça veut dire que mes assemblies bah, sont toujours là, mais ça garantit pas justement le fonctionnement de l'application. Donc, je vous conseille toujours au moins de le lancer et de vérifier rapidement si ça se passe bien, avant d'admettre effectivement bah, que c'est bon, quoi. Donc, on démarre. Ok. Alors, j'essaie de me loguer. Ça fonctionne toujours ou pas? On va vérifier. Ok, ça a l'air pas trop mal. Bon, vous avez vu, hein, le site de toute façon est très simple. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose de particulier à faire. Alors maintenant, imaginons, donc je vais simplement faire quelque chose. Là, je vais committer. D'accord? Donc vous avez vu ici un certain nombre de modifications. Donc, bah, la méthode, je ne sais pas trop pourquoi ça a changé. Ok, sinon pour le moment, on va le laisser. Mais là, par exemple, je peux faire un commit. Alors, donc vous voyez ici par exemple le CSproj a changé. Donc si je vous montre rapidement les modifications, ici, donc moi j'ai supprimé quelques fichiers inutiles. Et là vous avez vu par exemple on a supprimé jQuery UI, d'accord, ça a bien supprimé les choses là. Et ici Knockout également. Et donc normalement on a aussi un fichier de package quelque part ici, voilà, qui lui a évolué. D'accord, donc les packages supprimés, bah à droite on les retrouve plus. Voilà, donc ici je vais mettre nettoyage des packages NuGet, d'accord, plus suppression de fichiers JS image. Donc là j'ai simplement supprimé ici bah, tout ce qui concerne jQuery, d'accord, ça je l'avais fait avant la vidéo. Et j'ai supprimé là quelques fichiers CSS pour jQuery, les fichiers minifiés, etc. Donc ça, pour le moment, ça sert pas trop. Et donc je commit ça. Ok. Voilà, donc là vous voyez ici le dossier il est bien à jour. Maintenant imaginons, je vous ai expliqué au début il y a quelques secondes, bah, imaginons si je supprime ici bah, quelque chose on va dire quelque chose en trop quoi, hein, donc qui pourrait être nécessaire. Donc par exemple, ici je vais faire le grand ménage, imaginons bah, je supprime ça. Donc il me dira il faut tout ça. Donc alors, par exemple, voilà, je supprime ça. Donc ça marche pas non plus. Donc il y a .NET ou ASP.NET qui dépend.
Voilà, donc ça doit être celui-là. Non, peut-être pas. On va en supprimer un, voilà. Et donc ils disent effectivement, bah, est-ce que vous voulez installer tout le reste? On fait oui. D'accord, on va supprimer un peu pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc si jamais là, par exemple, ça compile plus, bah, on va pas revenir en arrière. Donc vous voyez ici, par exemple, bah, on a un certain nombre de choses qui n'existent plus. Donc ici, ça n'existe plus. Ok, bon, vous allez me dire, on l'utilise peut-être pas. Par contre, Web Security, celui-là, il est nécessaire. Et là, vous voyez l'authentification haute, bah, qui est quand même pas mal, qu'on va garder dans le template par défaut. Voilà, donc là, par exemple, typiquement, on a des erreurs. Donc comment je vais faire maintenant? Je me dis, ok, il y a deux solutions pour revenir en arrière. Soit je rajoute les packages, mais comme je ne sais plus exactement ce que j'avais, bah, ça va être difficile. Ou soit j'utilise le gestionnaire de code source. Et donc typiquement ici. Et donc si vous souhaitez revenir en arrière sur un élément, par exemple une modification, là vous voyez qu'après avoir supprimé des packages NuGet, on a deux fichiers là, enfin deux répertoires qui sont modifiés. Donc je fais par exemple ici tortoise git revert. Il est où, il est où, il est où? Il est là. Voilà, je lui demande de revenir en arrière au dernier commit, d'accord? Donc j'ai ça, ça et ça qui a été modifié. Donc je dis OK, remets-moi ça en arrière, je fais OK. Et donc normalement, en allant dans Visual Studio ici, vous détecte le changement. Il dit est-ce que vous voulez recharger? Donc j'ai fait reload. Bon, j'ai toujours ma licence Xamarin de démo là. Voilà, et donc ici, vous avez normalement bah, les packages qui sont déjà de retour. Donc je relance, je recompile. Donc NuGet au besoin va retélécharger les packages si vous ne les avez pas physiquement. Donc si chez vous ça se passe pas très bien, il ne faut pas oublier ici dans Settings de cocher ici autoriser à récupérer les packages manquants. Et là vous cochez également la deuxième pour télécharger automatiquement lors du build. Voilà. Donc en tout ça, en tout cas ça, ça résume un peu la technique, d'accord? Donc vous pouvez très bien modifier des choses. Et en fait, grâce à Git, bah, vous allez pouvoir revenir en arrière. Donc vous avez vu, je fais juste un clic droit, revert hein, sur un certain fichier, d'accord? Donc je fais là, revert, voilà. Là, on peut voir les modifications par exemple, d'accord? Donc là, on voit que WebGris a été ajouté ici, et avant, il n'y était pas. Donc bon, effectivement, pourquoi il y a WebGris dans les tests? Ça, c'est bizarre. Donc à la rigueur, pourquoi pas l'enlever? Ok. Voilà, donc là on est dans un état stable. Alors, no. Voilà. Donc on a vu comment nettoyer les packages NuGet, d'accord? L'étape suivante, en fait, ça va être de mettre en place le serveur d'intégration continue. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je vais vous expliquer en fait comment installer un serveur très simplement et comment paramétrer l'ensemble. Voilà. Alors jusqu'à présent, donc j'ai mis en place tout ce qu'il faut pour enregistrer et archiver le projet sur un gestionnaire de code source compatible Git. D'accord? Et donc la deuxième étape, effectivement, ça va être de mettre en place un serveur d'intégration continue. En fait, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, le serveur d'intégration continue permet de lancer les tests de manière automatique et on va dire à chaque mise à jour du gestionnaire de source. Donc en fait, quand vous êtes plusieurs dans une équipe, hein, typiquement, hein, quand à partir de deux trois personnes, ça va avoir encore plus d'importance puisque ce serveur d'intégration continue va permettre de tester les différents composants, tout d'abord de manière unitaire, puis réaliser des tests d'intégration, ce qui va permettre donc de vérifier que votre application bah, s'intègre et fonctionne correctement. Le serveur d'intégration continue permet aussi de mettre en place par exemple de l'archivage. Il peut lancer des rapports, des métriques sur le code. Et donc ça vous permet après de suivre un peu la qualité, l'évolution de votre code point de vue technique. Mais le serveur d'intégration continue peut aussi s'occuper du déploiement, par exemple, de votre application vers un serveur de recettes ou de production. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on verra un peu plus tard. Bah, si ça vous intéresse, hein, n'hésitez pas donc à laisser un petit commentaire là-dessus. En attendant, moi je vous présente donc le serveur que j'utilise de manière assez régulière parce qu'il est pas mal. Bah, c'est TeamCity. Voilà, donc c'est JetBrains qui fait ça. Pourquoi je l'utilise? Bah, tout d'abord parce qu'il y a une version gratuite qui existe, hein, donc ça permet de démarrer, de tester
rapidement sans forcément engendrer des coûts au démarrage. D'accord, donc vous avez une version gratuite qui existe, qui permet, je crois, de compiler une vingtaine de projets ou de builds, quelque chose comme ça. Voilà, donc il suffit pour le télécharger, bah, ça se télécharge juste en cliquant là sur le bouton. Donc encore une fois, bah, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Bon, c'est assez gros, hein, il y a 500 mégas environ. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça s'intègre vraiment très très bien avec .NET. Hein, ça a été plus ou moins créé pour ça à l'origine. Et JetBrains sont aussi bah, c'est eux qui éditent des outils comme ReSharper, il me semble, et Dotcover ou d'autres outils spécialisés pour .NET. Voilà. Donc, bah, je vous invite donc à télécharger ça. Moi, j'ai déjà installé. Et donc, en fait, sur votre serveur de build, vous avez quelque chose comme ceci au démarrage, d'accord? Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est en général de mettre ça sur un serveur qui est allumé en permanence. C'est quand même plus intéressant parce qu'en fait, ça vous permet, bah, dès que vous avez un commit qui intervient, bah, lui, il va lancer la compile, les rapports, etc. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de machine indépendante, bah, pourquoi pas le mettre sur votre propre poste de développement. Bon, quand on est seul, ça va, mais dès qu'on est deux ou trois, effectivement, moi je conseille plutôt de mettre ça sur un petit serveur. Il n'y a pas besoin de grosse puissance, hein, même si la compile prend deux fois plus longtemps, c'est pas forcément très grave. Donc voilà, même sur une vieille machine type Pentium avec 2 Go de RAM, ça doit pouvoir tourner sans problème. Voilà, donc simplement on démarre, donc on crée un projet. Voilà, donc je vais appeler ça bah, comme mon projet, donc Contact Manager par exemple. Voilà, description, bah, c'est le projet de démonstration du live coding. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Ici j'ai les build configuration, vous voyez, donc on peut en faire 20 dans la version gratuite. Donc ici je vais en faire une, donc par exemple main build, voilà, description, bah, il n'y a pas besoin de description spécifique. Ici je vais lui dire, donc je récupère mes sources depuis Git, d'accord, donc par exemple contact manager, ici il faut lui mettre un petit nom, donc on va lui mettre ça, fetch URL, donc ça c'est la même URL que ce que vous retrouvez là. D'accord, donc typiquement, je prends celle-ci. Donc là, je suis dans Contact Manager sur Bitbucket. Voilà, ça c'est bien. Default branch, ça c'est très bien. Alors là, je vais vous montrer une astuce. En fait, donc l'astuce, en fait, ici, on peut éventuellement lui indiquer de surveiller ici des branches. Donc ça permet de... Alors c'est un truc un peu barbare, hein, ça monte pas trop la première fois. Mais donc ça permet d'ici, à un moment donné, de surveiller les branches. On verra ça un peu plus tard. On peut aussi, pourquoi pas, activer ça. Le reste, alors ici, effectivement, on peut spécifier le login, le mot de passe. D'accord? Donc moi j'ai ici un outil bien pratique qui s'appelle KeePass. Voilà, je mets ça là. Et puis, c'est tout. Donc on peut tester la connexion. Ok, très bien, ça fonctionne. Je crée. Est-ce que ça s'est bien passé? Ici, il faut que je lui mette. Alors, je vais mettre Contact Manager. Voilà, il faut lui mettre un ID unique. Ok, donc jusqu'à là, ça se passe bien. Donc là, on a spécifié bah, comment récupérer le code source. D'accord. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de créer des builds, des étapes de build. Donc, première chose intéressante, ici, on peut faire un auto-detect. Alors, en général, ça se passe pas trop mal. Voilà, vous voyez. Donc ici, je fais use this. Éventuellement, on peut modifier des choses. Par exemple, là, je vais mettre 2012. Et ouais, ça c'est bon. Donc, par exemple, compilation, on peut lui mettre au build compile. Allez. Voilà, comme on est en anglais. Et en fait, là, il manque une chose, puisque si vous vous souvenez bien, on utilise NuGet. Et en fait, moi, dans NuGet, je vous remontre ça. Bah, les packages NuGet, si vous vous souvenez bien, là, ils sont pas sur le gestionnaire de code source. Donc, pour faire ça, on va rajouter ici une étape de build qui s'appelle NuGet Installer. D'accord? Et ça va en fait permettre de faire un NuGet Restore. Voilà, donc la version, bah, on a la version par défaut. Donc ça, si ça n'existe pas, ici vous pouvez aller dans l'administration. Et donc ici,
spécifier les paramètres NuGet, d'accord? Et là, récupérer la dernière version. Donc ici, pas grand chose à faire. On spécifie là la solution. Voilà, restore. Et puis je crois que le reste c'était bon. Ok. Voilà, donc là normalement on a à peu près tout ce qu'il faut. Je vous propose de démarrer tout de suite le build. On va voir ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va voir. Donc là on a la branche master. Ok, alors on va regarder. Optimisation n'existe pas. Donc là, à mon avis, ça, c'est ce genre d'erreur, c'est typiquement NuGet qui est pas bien passé. Donc je vérifie juste le paramétrage. Ah, pardon. Donc main build, on modifie les settings. Ah oui, voilà. Donc le problème, en fait, il vient de là, c'est que comme j'ai rajouté les steps dans l'ordre, ce qu'il faut, c'est modifier forcément. Il faut faire le restore avant de compiler. Voilà, et ouais, c'est enregistré. On démarre. Donc on peut éventuellement voir dans la queue là. Ah, j'ai peut-être pas démarré comme il faut. Ah bah si, c'est parti. Donc l'étape 1 sur 2. Alors vous pouvez parfois regarder les détails, etc. Ah, pour le moment, on fait juste de la compilation. Voilà, donc vous voyez, ça s'est bien passé. Donc on vérifie un petit peu ce qui s'est passé. Là, vous pouvez voir les changements. Donc là, c'est surtout au niveau Git. Voilà. On a éventuellement le build log. Ok, bon, chose intéressante. Et ici, les packages qui ont été récupérés. D'accord, donc là, ça montre bien. Cette fois-ci, d'ailleurs, il y a encore un knockout là qui devrait plus y être. Ah oui, j'ai pas remonté le commit, pardon. Voilà, donc il y a tout ça qui a été mis en place. Ok. Donc maintenant, l'idée, effectivement, ce que je vous ai dit au démarrage, c'est normalement quand vous faites un commit, enfin un push surtout vers Git, vers Bitbucket, normalement le code source devrait être reconstruit. Donc là, j'ai ma solution. Vous vous souvenez, on a fait des petites modifications tout à l'heure qui concernent les packages. Donc cette fois-ci, pour envoyer ça vers Bitbucket, je commence tout d'abord par faire un commit. D'accord. Donc ici, on a uniquement les packages, donc ça, c'est bien. Et une fois que mon commit est terminé, je fais un sync. Et donc là, on va pusher en fait les modifications ici vers origin. Pardon, il n'a pas été pris en compte. Ok, voilà, master. Et donc, je fais push. Des tags, il n'y en a pas. Voilà. On va en fait envoyer le code source. Voilà. Et normalement, ici, TeamCity devrait détecter au bout d'un moment une modification. Alors selon la configuration, ça peut prendre quelques secondes. Hein. Moi, il me semble que par défaut, il check toutes les minutes. En tout cas, bon, on peut le laisser tourner, d'accord. Pour l'instant, on va parler de la suite des opérations. Donc, moi, ce que je comptais aussi voir avec vous, donc c'est, alors pour le moment, on a fait la configuration de TeamCity, on a fait la liaison à la main, entre guillemets, hein, d'accord. Et l'idée, effectivement, c'est qu'une fois à un moment donné, il va falloir automatiser. Donc on vérifie que la détection des changements s'est bien passée. Donc on va laisser tourner ça tranquillement. Et en attendant, on va démarrer la partie sur Windows Azure. Alors, donc là, j'ai démarré mon interface de management de Windows Azure. Donc je vous mettrai l'URL également sous la vidéo. Donc en fait, il faut savoir que Windows Azure, vous pouvez tester gratuitement aujourd'hui pendant, je crois, 90 jours, quelque chose comme ça. En tout cas, une période d'essai où vous pouvez tester l'ensemble des services jusqu'à un certain montant de dépenses. Voilà, donc moi j'ai ici un certain nombre de choses. Vous voyez ici l'état du crédit et là des sites web. Donc ce qu'on va faire nous en fait, c'est déployer notre application en tant que site web. Donc pour faire ça, je vais ici créer un nouveau site web
on peut faire création rapide, ça marche bien. Ici je mets Contact Manager. Alors, le problème c'est qu'il faut qu'il soit unique. Donc forcément il a déjà été pris celui-là. Donc on peut faire Dojo, tiens par exemple, Contact Manager, voilà. Je choisis ici la région qui va héberger donc votre site web. Donc attention, si vous avez des problématiques légales, mettez-le plutôt en Europe et pour des raisons de vitesse aussi. Donc par exemple, Europe du Nord ou bien Europe de l'Ouest, à vous de voir. Et je crée mon site web. Voilà, donc ça c'est parti. En attendant, je reviens ici sur TeamCity. Alors là, vous voyez, a priori, il y a des modifications qui ont été détectées, mais ça n'a pas encore été construit. On verra ça tout à l'heure. En attendant ici, là, il est en cours de création. Bah tiens, il est déjà fini. Donc, ça c'est le dashboard de Windows Azure. Donc ici, on a un certain nombre de vues sur les ressources. Là, vous avez un ensemble d'actions pour récupérer, afficher des chaînes de connexion, ce genre de choses. D'accord, donc pas de chaîne de connexion pour le moment. De quoi on a besoin? Sauvegarde. Ouais. Par contre, il manque juste la base de données. Donc on va devoir créer une base de données. Moi, je vous propose éventuellement, on va juste refaire l'opération. Ça sera plus simple. Je vous montre ça pourquoi. En fait, alors normalement, l'idée, c'est qu'on peut créer une base de données en même temps. D'accord? Du coup, elles sont liées très facilement. Alors, juste nouveau site web, cette fois-ci personnalisé. Voilà, donc là, je mets Dojo Contact Manager. Là, donc Europe de l'Ouest ou Europe de l'Or. Voilà, ici, vous pouvez mettre une base de données. Et donc là, moi, je propose ici base de données SQL gratuite. Voilà. La chaîne default connexion. Et donc ici, voilà, ça c'est important. C'est qu'on peut effectivement paramétrer la publication à partir du code source. Alors on va vérifier, il y a deux manières de le faire. Donc ma base de données, ça c'est très bien. Donc je le mets là sur un serveur. Nouveau serveur SQL, ouais, éventuellement. Donc là vous pouvez choisir, hein, soit vous mettez un serveur existant, soit vous utilisez un nouveau serveur. D'accord, donc là il dit effectivement les régions ne sont pas les mêmes. Donc moi je spécifie ici Europe du Nord. Ça sera plus simple. Là, le nom c'est bien, le serveur c'est bien, le mot de passe. Alors on va faire un nouveau serveur. Mot de passe. Alors il faut peut-être des caractères, ouais. Voilà. Je me suis trompé là, dis donc. Ok, ça c'est bon. Voilà. Et maintenant en fait il va demander où est le code source. Alors, pour ça il y a différentes solutions. Soit effectivement vous utilisez Visual Studio Online qui est un peu le truc à la mode en ce moment. Soit vous avez un référentiel Git local. Et finalement, c'est ce qu'on va utiliser, je pense, puisqu'après GitHub, GitHub c'est en externe. Bitbucket. Alors, la solution la plus simple, effectivement, ce serait d'utiliser ici Bitbucket. Alors moi, je le fais pas forcément parce que ça vous oblige à donner accès à Windows Azure à votre compte Bitbucket. Voilà, tout simplement. Donc moi, je préfère éventuellement mettre ici référentiel local. D'accord? Puis on va voir tout à l'heure comment ça s'utilise. En attendant la construction du site sur Azure, moi je reviens ici dans TeamCity. Vous voyez ici il y a deux modifications qui sont en attente. Donc à mon avis j'ai simplement oublié ici de paramétrer les triggers. On va faire ça effectivement, ouais. Donc le trigger, hein, c'est simplement le déclencheur qui va déclencher le build. Donc on met ici VCS, là on peut laisser le filtre
pas de problème. Et on va faire save. Voilà. Normalement, ça devrait mieux se passer. Et donc là, vous avez d'ailleurs ici un projet normalement qui devrait démarrer dans quelques secondes. Voilà, dans tous les cas, si ça se passe pas bien, on va corriger. Je reviens ici sur Dojo Contact Manager. Le site a été créé. D'accord. Donc là, il vous propose d'intégrer différentes choses. Là, on peut voir les déploiements qui ont été faits. Normalement, il n'y en a pas. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a un référentiel Git qui est disponible sur lequel on va pouvoir envoyer des choses pour déployer notre application. D'accord. Donc là, il vous explique la démarche. On télécharge Git, ce qu'on a déjà fait. On fait un init qu'on a fait avec Tortoise Git. On ajoute des choses. Et ensuite, on peut ajouter des choses. Voilà. Donc ici, on va ajouter un remote. Et ensuite, voilà, très simplement faire un push sur Azure. On va voir ça tout de suite. La seule chose à voir encore, c'est au niveau base de données. Donc là, je vérifie si tout est bon. La chaîne de connexion, elle est bien là. On a tout ce qu'il faut. Ok. Ok, donc avant de pouvoir publier sur Azure, il y a une chose qui reste à faire. Alors je vous propose, avant de faire ça, on va déjà déployer notre site. D'accord. Et ensuite, s'il y a un petit souci, on va le corriger. Mais à mon avis, il y aura un souci. Donc pour déployer le site, on va simplement ici récupérer... Oui, ça c'est normal. On va récupérer ici le référentiel Git. Alors où est-ce qu'il est celui-là? Non, ça c'est affiché. Ça c'est la chaîne de connexion base de données. Ouais. Il est caché où? Il est là. Voilà, donc ici vous avez votre URL qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça, normalement, on le copie. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter un remote. Donc très simplement, ici, je fais comme tout à l'heure. Alors, je monte comme ça. Ici, Tortoise Git Settings. Il est caché en bas. Voilà, ici, vous avez vos remotes. D'accord. Donc ici, on va mettre Azure. Et ici, spécifier l'URL. Hein, donc c'est, voilà, Pascal Azure, machin, bidule. Tac, tac, tac. On fait appliquer. Ouais, tac, fetching, ça c'est pas mal. Non, ok. Voilà. Et donc éventuellement, ce qu'on peut faire donc maintenant, c'est faire un sync et de faire un push ici. Alors, je montre ici sur remote. Ah oui, pardon. Voilà. Et là, on va faire un push. Oups, pardon. Donc là, pareil, je pense qu'il faudra saisir les droits la première fois. Voilà, donc vous voyez. Donc je vais récupérer mon mot de passe et je reviens. Voilà, donc j'ai simplement saisi mon mot de passe. On envoie les choses. Et normalement, à mon avis, ça ne devrait pas fonctionner. Enfin, le déploiement va se faire, mais l'application ne va pas s'afficher. Et vous allez voir ensemble, bah, c'est tout à fait normal. Alors, ce qui est intéressant en fait ici, c'est qu'on voit le déploiement au niveau Azure, d'accord? Donc on voit ici, bon, on a le commit, on a le CS proj. Alors, je laisse finir, voilà. On a ici un certain nombre de choses. Et en fait ici, donc voilà, on a les tacs, les packages. Ce qui est intéressant de voir, alors je redescends, donc on a installé des packages, voilà. Ici, on transforme le web.config en web.release, donc ça c'est une information importante. On déploie vers ce répertoire-là, les fichiers sont copiés, voilà, les binaires, et puis donc il dit OK, successful. On se dit OK jusqu'à là, c'est pas mal, donc le déploiement
Voilà, vous voyez actif. Avec ici l'information de ce qui a été fait en dernier. Et donc là, je lance le site. On pourra voir donc ce qui s'est passé réellement, ce qui va s'afficher. C'est là où en général c'est intéressant. Premier déploiement. Voilà, donc vous voyez ici, l'application semble être déployée comme il faut. On va vérifier ça. Donc moi ici je fais mon login. Donc il peut y avoir éventuellement un souci au niveau base de données. Voilà, bah écoutez, ça s'est bien passé. Donc ça c'est déjà pas mal. Voilà, donc tableau de bord. Alors je regarde juste les ressources liées. On a notre base de données, très bien. Voilà, donc les chaînes de connexion, la chaîne de connexion a été mise à jour. Bon, bah c'est bien. Finalement, moi je m'attendais à une erreur, mais finalement ça s'est bien passé. Donc ça, éventuellement, je vous montrerai un peu plus tard. On peut le faire avec les transformations dans web.config. On peut éventuellement spécifier une autre chaîne de connexion. Voilà, donc dans tous les cas, ici votre application, elle est déployée. Vous pouvez donc ici afficher l'application, d'accord? Éventuellement ici ajouter des contacts. On va vérifier si ça fonctionne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ok, très bien. Donc là, je précise, hein, je suis bien sur l'URL Windows Azure, d'accord, je triche pas. Je vous montre les choses comme elles sont. Chose importante, oui, alors JetBrains, ici on va juste vérifier. Donc il y a toujours des builds en file d'attente. Donc moi je vais lancer ça manuellement. Et puis on verra donc dans la prochaine vidéo. Si jamais, bon là j'ai plus de commit à faire, mais si au prochain commit les mises à jour sont pas prises en compte, on va essayer de corriger ça ensemble. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour l'écoute, pour le suivi de cette vidéo. Je vous invite comme à chaque fois à participer, à laisser un commentaire sous la vidéo ou à m'envoyer des mails avec vos questions. Donc je résume un petit peu dans cette deuxième session ce qu'on a fait, hein. Donc j'ai mis en place le projet sur Git. J'ai mis en place le serveur d'intégration continue, en tout cas la partie compilation et récupération des packages NuGet, d'accord. Et j'ai également mis en place un déploiement pseudo-automatique, hein, il y a quand même une ligne à taper, pour déployer le site vers Azure de manière manuelle. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Donc dans la prochaine vidéo, on va parler cette fois-ci plus de développement, avec cette fois-ci des tests unitaires et un petit peu de refactoring. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.